Elle va nous accompagner jusqu'à notre libération totale. Et je suis monté, il y a quelqu'un qui parlait sur le cas du Mali. Il faut savoir que le cas du Mali, elle est très très compliquée. Et je salue le peuple burkinabé, le peuple du Niger. Le Mali a eu une période politique là où il y avait 269 idées qui ont divisé le peuple malien. Il y a beaucoup de Maliens qui étaient branchés vraiment à des partis politiques qui les nourrissaient. Donc le cas du Mali, elle est compliquée. Un. Et de deux, et en passant de cela, il faut comprendre que le Mali aujourd'hui, en passant à monter des VDP comme le Burkina a réussi, ça va être le pire échec du Mali encore. Tout récemment, il y a même un militaire qui a déserté tout de suite avec vraiment l'équipement militaire. Donc ça veut dire que chaque couche au Mali a son appartenance invisible. Donc le Mali est compliqué dans ce sens. Et le cas du carburant que le Mali veille aujourd'hui, j'ai dit vive l'AIS, le Mali tient bon parce que tout est fait uniquement pour faire détruire l'AIS. Ça n'arrivera jamais. On a un président aujourd'hui qui suit ses frères et qui a donné vraiment son âme à la réussite de l'AIS. Ça, c'est le président, le général d'armée Assimi Goïta. En l'an 2000, les gouvernements successifs avaient signé un contrat pour donner à la Banque mondiale, à l'FMI, aux organismes de Bretton Woods et aux multinationales français la création du corridor sur le tronçon Sénégal-Mali. Je vais vous détailler toutes les réalités, mais il faut saluer, applaudir Assimi Goïta. Donc, ils étaient prêts pour créer des ports secs au niveau du Sénégal, mais qui seraient faits, financés par la Banque mondiale, l'FMI. Tous les opérateurs économiques français ont pris le devant sur ces données. Lorsque les militaires sont venus, ils ont annulé ce contrat. Si vous vous souvenez bien, lorsque Ablaye Maïga est parti aux Nations Unies, il a parlé le cas du Mali, son éloignement vraiment à la mer. Donc, en sachant que le Mali a pris ces empreintes-là et qu'ils ont mis la France, les Occidentaux, hors d'état de nuire, donc maintenant, le seul issue favorable, c'est quoi? Ils pensent aujourd'hui que les militaires sont prêts à faire ce corridor, ce port sec, à l'absence de la Banque mondiale, l'FMI et autres. C'est de là que vous comprenez très bien que les terreaux sont à la mission de la France. Comme ce tronçon, ça quitte du Sénégal vers le Mali, et là où les terroristes se pointent aujourd'hui pour empêcher ce projet tout en faisant des criminalités aussi bonnes que ce soit. Nos militaires tiennent très bien. Ils savent ce qu'il y a là et ils savent vraiment ce qu'ils doivent faire. En deux, le carburant. Au premier lieu, la Russie avait pris le devant pour ravitailler le Mali en carburant via le port de la Guinée. Si vous vous souvenez très bien, ils sont allés brûler une bonne partie du dépôt de la Guinée afin que le carburant ne vienne par là-bas. Le Mali a laissé, on a envisagé le Togo. Ils sont allés brûler ce carcan-là aussi. Pourquoi? Parce que tout le carburant dont vous voyez dans le monde entier n'appartient qu'à une seule société, n'appartient qu'aux multinationales. Ils savent la quantité de carburant qui doit venir dans la zone AIS. Ils feront tout pour barrer ça, demander le soulèvement vraiment du peuple contre vraiment nos autorités, nos leaders. Donc le Mali est confronté à ces multiples tentatives. Les terroristes n'ont pas de puissance ni rien. On leur pousse, on leur donne des trucs pour empêcher tous ces trucs-là. Mais on tient bon. Jusqu'à présent, le peuple malien est résigné. On a compris. Mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas le dessous des tables et qui ne connaissent pas aujourd'hui toutes ces réalités-là. Nos autorités tiennent bon. Ils ne lâchent absolument rien. Le peuple malien a compris. Une bonne partie du peuple malien a compris. Ceux qui sont là aujourd'hui, la couche que la démocratie a créée au Mali, qui sont là aujourd'hui, qui font encore plus mal, parce que ça c'est le patronat. Quelqu'un en a bien parlé, c'est des opérateurs économiques qui ravitaillent vraiment depuis l'avènement de la démocratie. Donc une bonne partie de ces gens-là, ils font vraiment le mal au peuple malien, tout en refusant la libération du carburant, parce qu'ils savent que vraiment le pays est comme ça. Ils attendaient qu'en ce moment,
il y aura un soulèvement contre le régime en place, ça n'aurait jamais eu lieu. Le président a donné sa voix pour la formation de la Confédération. On va rester sur cette canevas. On est bien renseigné, mais il faut vraiment qu'on parle entre nous, qu'on comprenne bien les enjeux que le Mali accepte pour que vraiment la Confédération puisse avoir lieu aujourd'hui. Parce qu'il a donné son engagement, nos militaires sont partis pour cet engagement, et cette souffrance, on va la tenir jusqu'à ce que vraiment on aura un point de sortie. D'où la venue des Russes au Mali, c'est pour dire que tous les côtés sont enfermés. Celui qui détient le carburant, c'est celui qui impose sa volonté pour empêcher le peuple malien ou les autorités maliennes à accepter ce qu'ils veulent. Assimi ne l'acceptera jamais dans la vie. Il ne l'acceptera jamais dans la vie par amour, par engagement et par voix d'homme qu'il a tenu vraiment au peuple de l'AES sur la Confédération. Il ne bougera pas d'un iota. Il préfère galérer dans cette situation, mais il y aura toujours vraiment des points de sortie. La misère, la souffrance, c'est un étranger. Il a un jour d'entrée et il va sortir tout de suite parce qu'on ne lâchera pas. Grâce à l'engagement aux pays intègres comme le Burkina, le Niger, qui ont montré leur engagement pour que vraiment ce peuple, ou bien ce continent, cette partie de l'Afrique puisse se réveiller d'elle-même. On est engagé pour. On sait ce qu'on vit aujourd'hui, mais on est en train de chercher des voies et moyens vraiment pour s'en sortir et continuer vraiment à faire vraiment le bien pour tout le monde, pour que notre communauté puisse avoir vraiment ce qu'ils ont décidé. Donc le Mali est confronté à ces multiples de facteurs. Donc, nous sommes sur le panel, mais j'aurai largement le temps de vous détailler quelles sont les entreprises qui étaient déjà optées pour le tronçon du corridor, le port sec qu'il allait créer au Sénégal via amener au Mali, et que nos autorités ne veulent pas ce marché-là aujourd'hui. On veut le faire avec la volonté de la communauté, de l'AES, et amener vraiment des points de sortie pour que la Confédération puisse s'en servir vraiment d'un nouveau port. C'est ça le problème. Donc ceux qui sont contre ça, ce sont eux qui payent, qui donnent, qui ordonnent, qui missionnent des terroristes à occuper ces champs-là pour empêcher que d'autres pays, vers d'autres horizons, puissent prendre le devant et pour faire vraiment ce chemin-là. Et rien ne nous empêchera. La Confédération, c'est notre terre. Nous vivrons pour ça. Nous allons tout faire vraiment pour la réussite. Et je remercie le peuple de l'AES, le Burkina, le Niger. Votre encouragement, votre soutien, on sait la gêne qui est dans vos cœurs et dans vos esprits aujourd'hui, on la partage avec vous. Donc je dis bravo à vous, merci et on en parlera. Et Inch'Allah Rabbi, j'ai tous les documents sur ce projet-là, tous les documents de but en blanc, je vais la détailler au propre. Il faut savoir seulement que c'est l'espoir d'un continent aujourd'hui, bien d'un monde qui pensait pouvoir s'en servir de l'AES, que ce projet est fini parce que nous avons des dignes responsables qui sont là à la tête vraiment de nos pays. Vive le capitaine, mon capitaine Ibrahima Traoré, vive le général Aboukar Tchani et vive Abdraman Tchani, vive le général Assimi Goïta. On est derrière nos autorités, on leur soutient. Je vous remercie de me donner la parole. Merci bien. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci, camarade. Je dis, s'il vous plaît, je demande une minute. Bonsoir à vous tous. Bienvenue à vous tous sur le panel. La Madre, Tania, c'est comment? Comment tu as changé de compte? Hein? Tu as changé de compte? Non, non, bon, c'est avec ça qu'on fait le live maintenant. Ah, sinon l'autre qui s'est abonné à ça et toi là, je vois pas. Oui, c'est avec ça là qu'on fait, voilà, parce que même dans ces 2 jours-là même, on a vraiment des problèmes avec nous. Je sais que comme moi je suis, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, Prince m'a parlé de tout comme ça. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que on peut avoir 2 minutes pour parler de ça? Oui, on peut. À chaque fois qu'on lance notre panel, toutes les 10 minutes, on a restriction de 10 minutes. Au début, là, j'en ai eu plus de 8. La dernière fois, c'était... Hier, on a eu 22 restrictions de 18h à 3h du matin, heure des États-Unis. On a eu 22 restrictions, Tania. On ne sait pas pourquoi. Parce que tout ça, là, c'est survenu lors d'une suspension. On a été suspendu pour quelques jours, mais depuis qu'on est revenu de cette suspension-là, tous les jours, quand on lance les lives,
On est restreint. Depuis le 20 octobre, TikTok a modifié sa politique. Oui, il demande que les gens se montrent un peu. Voilà. Mais quand la voix... Tout ça, Tania, nous, on se montre. Moi-même, je mets caméra sur moi. Primo oui, tu mets caméra, mais vous ne pouvez pas avoir restriction parce que la seule condition, c'est de se montrer. Ah, on se montre. Mais il y a beaucoup qui ne se montrent pas aussi. Il y a beaucoup de panels où les gens ne se montrent pas, ils font comme nous là. Mais c'est... Oui, non, quand tu te montres pas, TikTok dit que ton live sera plus monétisé. Mais dit qu'ils vont donner autant de restrictions. Non, c'était pas dans les politiques, dans les consignes communautaires. Nous-mêmes, ça n'a jamais été monétisé. Nous, notre compte n'a jamais été monétisé. À part les cadeaux qu'on reçoit. Pas monétisé. Non, ils ont dit, mais si vous ne montez plus, ils vont plus vous donner accès aux cadeaux. Ils avaient dit ça. Bon, bref, je sais plus. Ils envoient tellement de messages que pour finir, moi-même, je lis pas souvent. Ce qu'on va faire, c'est le nouveau compte qui est là. Oui. Hein, la voix, c'est ça que tu as là? C'est sur lequel moi je fais le live là. C'est ça qui est, c'est ce compte-là qui est beaucoup restreint sur moi. Ok, mais le nouveau compte, c'est lequel? C'est ça, puisque la Voix du Sahel a son compte à lui. Mais on avait fait un compte où on pouvait tous les trois faire des panels dessus. On avait le mot de passe tout. Donc, si moi je veux me connecter, je me connecte à partir de la France Prime aussi. Si Ahmed veut lui se connecte à partir des États-Unis. C'est ce compte-là qui a des problèmes. Je vais voir si j'ai le temps, je vais passer de temps en temps vous booster, d'accord? Si je finis tôt, je vais passer. Mais il y a beaucoup qui font des panels sans montrer leur visage à longueur de journée. C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis surprise pour vous. Voilà. Et quand c'est comme ça, vous n'arrivez pas à combien? Vous n'atteignez pas 100, c'est ça? Des fois, même 60, c'est dur. Ah, c'est compliqué. À part ce soir, là, et puis hier, non. Bon, ok, ce qu'on va faire, le nouveau compte, la presse va m'envoyer ça. Je fais un podcast dessus, je fais une vidéo dessus. D'accord? Et puis bon, quand j'aurai le temps les soirs, si j'ai le temps, je vais passer comme c'est là. D'accord? On va discuter pour vous booster. D'accord? Là, les gens vont venir. D'accord? Vont venir, ça va augmenter. Ok. D'accord? Ok. Il n'y a pas de problème. Donc vraiment, merci beaucoup. Judith, voilà, j'ai demandé 1 minute là, c'était pour que moi j'ai perdu tous les paramètres. Je suis plus modo, il n'y a rien. Donc si tu peux voir, oui, j'ai rien. J'ai tout perdu. Ok. J'ai tout perdu. Donc voilà la Voix du Sahel 2 là qui est là en haut de moi, Tania, avec le logo rouge là. Ça c'est la Voix du Sahel 2. Ok, Prince, tu peux m'envoyer la capture du... Tu peux m'envoyer la capture, j'ai fait la vidéo dessus, d'accord? J'ai fait la vidéo dessus pour publier. Pour dire aux gens des abonnés. Ok, Prince va t'envoyer ça. Oui, qui m'a envoyé? J'ai fait la vidéo, j'ai demandé aux gens de s'abonner pour que vous commenciez là-bas. D'accord? Ok. Sinon, même tout est activé, hein. Tout est activé. Ok, il faut que je descende et puis remonter. Non, si tu descends, garde ma place. La voix, quand ça fait ça, si tu descends, il faut redémarrer ton téléphone. Quand tu vas rentrer dans le live, tu vas voir que tu auras tous tes accès. Ça doit être un bug. Ok. Ça doit être un bug. Ok, donc je vais descendre et puis voilà. Et puis tu sais, Tata Judith, avec ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, moi, j'ai eu 2 restrictions. J'étais à 2000 et quelques. J'ai eu 2 restrictions, mais je suis resté entre 1000, 1600, 1700. Tu vois, malgré les restrictions, s'il y a des restrictions, si les gens t'apportent bien, ils partagent bien. S'ils t'apportent bien, ils partagent bien, les restrictions ne vont pas marcher. Tu vois, à moins que c'est autre chose au fait. À moins que ça ne vient pas de TikTok. Voilà. C'est décourageant. C'est vraiment décourageant. Mais ça va venir. Ça va aller. Prince, tu voulais dire quelque chose? Prince, c'est compris. Niveau tapotage, souvent c'est 0. Niveau partage, des fois trop même, c'est 20. Donc il faut vraiment dire non, à la caméra, tapoter, voilà, et ça va. Il faut vraiment négocier, quoi. Alors là, je pense que, bon, puisque tout le temps négocier, c'est pas aussi facile, quoi. Normalement, quand tu es sur panel, tu ne montes pas, tu peux tapoter, partager, voilà.
Mais c'est compliqué. Parce que moi, je sais que souvent, quand on lance le live comme ça, même tapotage, là, c'est nous, on est obligé de tapoter encore. Donc, avec nos deuxièmes comptes. Ouais, je pense qu'il faut qu'on revoie un peu aussi ça, cela aussi. D'accord, je laisse la parole à Prince. Voilà, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Judith, Patriote, La Voix, le Coroïte, bonsoir. Tania, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Coucou Prince, comment tu vas? Tu vas bien? Impeccable. En fait, bon, moi, je suis monté, bon, comme moi aussi j'ai fini, avant là, j'étais monté occuper la place, donc je suis juste remonté à mon tour de parole, je vais prendre la parole, ne vous inquiétez pas, je suis là. D'accord. Tu peux continuer, hein. Je suis le Mali là, tu peux continuer. Vas-y. D'accord. Alors, vous savez, l'histoire du Mali, moi, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Ce que moi je te dis, c'est quoi? C'est juste que le Mali a déjà eu affaire à ce genre de trucs-là. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu fermes ton micro et sinon ça crache. Ah, je suis en train d'aller. D'accord. Donc je disais donc que le Mali a déjà eu affaire à ce genre de trucs-là. Vous vous souvenez de cette histoire de carburant? Mais le peuple a été résilient. Le peuple a attendu. Le général a dit, je vais vous envoyer, pas de carburant, l'électricité. Le peuple a été résilient. Ils ont dit, non, le président a dit, je vais vous envoyer l'électricité. Aujourd'hui, avant, je ne pense pas qu'on pouvait avoir plus de 5 heures, 6 heures d'électricité par jour. Aujourd'hui, je crois qu'ils vont jusqu'à plus de 20 heures. Alors, moi, je vais juste dire que de demander aux Maliens de rester résilients, de rester soudés derrière leur président. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est l'AES qu'ils veulent détruire. Le Coroï s'est parlé tout de suite. Il disait que voilà, bien sûr, vraiment bienvenue à vous parce que vous nous apportez toujours des bonnes informations, les informations vraies. Et nous allons comprendre avec vous réellement ce qui se passe. Parce que nous savons juste une chose. Ils ne vont jamais arrêter de nous emmerder. Ça, c'est clair. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde doit le savoir. Mais aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? En faisant à chaque fois qu'ils nous créent des problèmes, certaines personnes n'ont pas la résilience des autres. Ils peuvent parfois soutenir, mais dire, aïe, tiens, yo, c'est trop maintenant. C'est ça, le peuple, la plupart du temps. Parce qu'on dit souvent, c'est le même peuple qui t'élève là. Ce même peuple-là, s'il va te descendre, toi-même, tu vas pas comprendre. Et c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent à éprouver le peuple, de telle sorte à ce que le peuple se retourne contre leurs dirigeants. Moi, j'invite vraiment le peuple malien à rester résilient. Nous avons déjà fait beaucoup. Kidal, qui savait ce que c'est que Kidal en tant que tel? Quand Assimi venait, Kidal avait son jour d'indépendance, là où l'ambassadeur français même partait. Kidal est repris. Jusqu'à Tinzaouaten, à la frontière algérienne. Ils sont allés faire le bara. Donc, quand ça vient comme ça, souvenez-vous de là où vous venez. Souvenons-nous tous d'ailleurs, de là où nous venons, avant que ces trois fils dignes ne prennent la tête de nos États. Et depuis ce temps-là, nous ne faisons qu'avancer. Mais la guerre, là, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des fois où nous allons perdre des batailles. Il y aura des fois où, voilà, comme ceux qui sont en train de faire, par exemple, au Mali aujourd'hui, ouais, ils essaient de couper les axes. Mais l'armée, et comme le dit le président, l'a dit plusieurs fois le président Traoré, ils usent toujours de nouveaux stratagèmes. Et nous nous adaptons toujours à leur stratagème. Mais quand ils viennent avec un stratagème, c'est difficile parfois que soit sur le champ, en 2-3 mouvements, on puisse débloquer la situation. Mais au fur et à mesure, les experts militaires sont en train certainement de travailler et vont travailler à débloquer la situation. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous voyez nos hommes là faire dans 52 sur la RTB, faire les ravitaillements, quand ils vont, voilà, pour ravitailler les villages, les villes qui sont un peu reculées et parfois sous blocus. Vous voyez comment ça se passe. C'est dur. Mais ils ont décidé qu'ils vont avancer. Nos soldats, les soldats de l'AES ont décidé que quel que soit Alpha, ils vont avancer. Et ils vont le faire. C'est à nous d'être résilients. C'est à nous de comprendre que nous devons, coûte que coûte, vaille que vaille,
rester résilient et rester debout. Ne jamais se dire, ah, tiens, c'est devenu trop. Jamais. Jamais nous ne devons même penser à dire ça. À plus forte raison le dire. Des hommes sont payés. Il y a des gens qui ne suivent pas le Mali. Il y a des gens qui suivent des hommes. Moi, je vois, par exemple, je vois certains activistes qui étaient tout le temps derrière voilà, le Mali, qui parlaient, qui communiquaient fort pour le Mali. Mais une fois qu'un certain Premier ministre, voilà, on a compris son jeu, qu'on l'a écarté, ces gens-là sont devenus subitement des ennemis du Mali. C'est quoi ça? Voilà la vision de certains hommes. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, ou plutôt de leur ventre ou de leur bas-ventre. That is it. Mais ces gens-là, ils seront vaincus. Ils sont d'ailleurs déjà vaincus parce que leur narratif, là, ça ne passe plus. Ils sont obligés maintenant de communiquer pour les terreaux. Anyway, voilà, moi je vais m'arrêter là pour le moment parce que bon, le temps que voilà, les autres prennent la parole, j'attends impatiemment en tout cas le coro ici. Allez, donc à tout à l'heure, merci. Ok, Yenega, on va te donner 5 minutes, fais le tour comme le coro attend. Lui, quand il est là, on apprend beaucoup du Mali. Allez-y, Yenega. Bonsoir à tout le monde. Merci pour le panel. Voilà, moi, ce que le Coro Cissé l'avait dit au début, en parlant de la politique, là, moi, je vais un peu piquer ça, parce que je pense que c'est ça qui gâte aussi nos pays, le fait que Prince dit que certains suivent des hommes, au lieu de suivre un système, ils suivent des hommes, et c'est la réalité, parce que tous ces activistes-là, on les a vus ici, ils soutenaient la transition lorsque on a laissé partir Choguel. On a vu que beaucoup de gens ont changé de veste parce que eux, ce sont des politiciens. Voilà, ils sont pas là pour le Mali, ils sont là pour la politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, il faut aussi souligner que le Mali et puis les deux autres, que ce soit le Burkina et le Niger, moi, je pense que c'est pas la même chose parce que le Mali, c'est l'épicentre même du problème terreau. Parce que on peut parler des petits groupes comme le JNIM ou et Al-Qaïda et consorts là. Mais il ne faut pas le poids face à ce qu'on appelle Azawad, puisque il y a un général qui est au Mali actuellement, c'est un Touareg, et il a dit une fois que après c'est la France qui les avait dit de tout faire pour réclamer leur indépendance. C'est-à-dire, voilà, ils leur ont promis leur indépendance à un certain moment. Et moi, je me rappelle, il a bien précisé sur ça. Et je pense que le problème malien est lié à ce point-là, sur le côté Azawad. Parce que même en Occident, on ne qualifie pas le groupe Azawad là comme des terreaux. On les qualifie des groupes rebelles. C'est-à-dire, on est en train de légitimer leur combat. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mêmes gens-là sont liés directement avec l'Ukraine pour posséder des armes. Donc, et le problème malien est avec ce volet principal, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a dit que non, les terreaux, ils se sont améliorés, ils envoient aujourd'hui des matériels de poing, tout ça là, ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. Nous tous, nous savons que c'est lié avec l'Occident. Et l'Occident aujourd'hui fait tout pour armer l'Ukraine. L'Ukraine, en contrepartie, arme ces gens-là parce qu'on les considère comme des gens légitimes. Donc, ces gens-là, et moi je me rappelle aussi, lorsque l'ambassadeur en Ukraine, l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, il n'a pas condamné parce qu'il a revendiqué même une attaque de ces groupes-là contre l'armée malienne. Et le résultat de ça, c'est que le Mali est sorti, bon, tout le monde était dans le dégoût, mais on a vu ce que le Sénégal a fait. Le Sénégal a juste interpellé l'ambassadeur et on l'a même pas chassé. Imaginez que ce truc-là arrive entre nous et la Côte d'Ivoire. Non, mais jamais de la vie, on va s'asseoir et puis faire ça comme si de rien n'était. Aujourd'hui, nous, on a juste des apatrides qui sont en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, regardez la tension qu'il y a là entre nous et la Côte d'Ivoire, diplomatiquement. C'est trop chaud. Mais le Mali, on a l'impression que c'est de bon voisinage à chaque fois. Mais ces gens-là, il ne faut pas les laisser parce que vous ne pouvez pas laisser cet ambassadeur-là sur votre territoire qui a soutenu les terreaux
l'assassinat de vos hommes et vous les laissez sur votre territoire et vous dites que non, vous êtes des bons voisins au Mali. Non, ça c'est pas du bon voisinage. Voilà, et ça c'est une partie qui est très importante aussi dans ce qui se passe au Mali aujourd'hui, parce que le Mali est en train de lutter contre les petits groupes, mais en plus de ça, il y a même l'épicentre même des terreaux qu'on appelle le groupe Azawad, qui est légitimé par l'Occident, qui fait le problème principal même de ce qu'on appelle le terreau au Sahel. Tant que ce groupe-là, on n'arrive pas à les désarmer, ça va être difficile qu'on fait stop. Et puis aussi, c'est lié directement à l'Ukraine. Mais peut-être que si un jour la guerre ukrainienne s'arrête, peut-être qu'on trouvera du chemin avec ce qui se passe dans le Sahel. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Ok, merci bien. Patriote, tu veux dire quelque chose avant qu'on donne la parole au Kurando? Patriote, tu es là? Je suis là. Je suis là. Hein. Si Patriote n'est pas prêt, je suis là. Je suis remonté. Je vais ajouter une petite chose par rapport à ce que Yenenga vient de mentionner là, parce qu'à l'époque, là, dès lors que ce que Yenenga vient de signaler là, qui s'est déroulé là, et que l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal est sortie, voilà, pour faire et qu'on n'a pas vu, c'est-à-dire de vrais agissements vis-à-vis des dirigeants sénégalais. Moi, je ne comprends pas pourquoi, c'est-à-dire chez nous au Mali, on peut compter, c'est-à-dire du côté du Sénégal jusqu'à date là, dans le but de faire des ravitaillements en matière de carburant. C'est compliqué à ce niveau-là. Parce que les gens là, même déjà, eux-mêmes, ils ont quelqu'un là-bas qui fait partie de l'Ukraine et qui a mentionné qu'ils ont soutenu les terreaux. Donc rien ne nous prouve que ça ne continue pas jusqu'à date là. Maintenant, le carburant qui quitte du côté de la Côte d'Ivoire là et puis pour entrer au Mali, ça c'est deux frontières. Mais si vraiment, parce que les femmes ont vraiment un travail colossal qu'ils font d'abord, donc ça fait que c'est difficile, mais il faut faire des escortes maintenant. Il faut faire des escortes. Parce que si on ne fait pas d'escorte maintenant pour pouvoir faire ravitailler le pays en carburant, ça va être compliqué. Ou soit on fait des escortes, on fait rentrer, soit on a les drones là, ceux qui vont, c'est-à-dire stopper les camions là, essence là-haut, on brûle tout. Voilà. Ou on prend le long chemin, on traverse le Burkina, on s'en va se ravitailler là-bas à Lomé, on arrive au Burkina, nous on va escorter pour rentrer. Arriver là, les femmes peuvent faire rentrer. Donc, quand chercher tous les moyens pour faire rentrer le carburant là, que de faire seulement côté Sénégal là, ça me choque le cœur. Sincèrement dit. Il n'y a pas de bon voisinage. Voilà, tout ça c'est lié. Il n'y a pas de bon voisinage. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'en veulent à nous à cause d'une quelconque démocratie. Et qui sont prêts à dire à nous nuire sur tous les plans. Mais, en tout cas, la majorité des peuples maliens, en tout cas, ont compris. Jusqu'à date, là, leur objectif, là, c'était que dès les secondes qui suivent, là, il y ait des manifestations en voulant demander, c'est-à-dire le président de l'AUS de partir. Chose qu'on n'a pas encore entendue et qu'on n'entendra pas. Il y aura des solutions. Dans peu de temps, là, Inch'Allah, ça va se régler. Merci beaucoup. Ok, Ahmed. Ahmed, voilà. Vas-y. Ok. Rebonsoir à vous tous. Bienvenue sur le panel. Cette affaire de Mali là, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais moi, je dirais, en tout cas, tout le monde sait que le cas du Mali, avec les deux autres pays, c'est pas la même chose. Mais, cela ne doit pas nous empêcher, en tout cas, de porter nos voix, notre soutien à ce pays frère. Déjà, moi, je vais interpeller ici le gouvernement malien. Depuis le début de ce problème, c'est pas le premier numéro qu'on parle, en tout cas sur notre panel, sur cette affaire de carburant. Nous savons tous que si aujourd'hui, je dirais, il y a des lassitudes au niveau du ravitaillement en carburant au Mali aujourd'hui et que ces terreaux là, ces bandits armés,
ces petits drogués, ces petits zozos-là arrivent en tout cas à faire des coups d'éclat, c'est parce que l'État n'a pas le monopole sur la distribution du carburant au Mali. Tout le monde sait ça. Les opérateurs économiques, c'est que les pétroliers du Mali, chacun fait son convoi en fonction de son stock. Les gars, peut-être qu'il a 200 camions. Ces 200 camions-là peuvent se lever pour lui seul. Et l'État n'est pas obligé de savoir quand est-ce que le gars sort. Ça, c'est un premier point. Moi, je dirais que les pétroliers maliens doivent s'organiser aujourd'hui, mettre quelque chose en place et soumettre au gouvernement. Ils demandent l'appui du gouvernement parce que ce sont des particuliers. Donnez-moi 2 minutes, je descends, je reviens. Je vais faire juste une transaction sur ce téléphone. Ok. Je reviens tout de suite. Ok. Comme je le disais, ce sont des particuliers, ce sont des opérateurs économiques. Parce que tout le monde sait que c'est avec le programme d'ajustement structurel qu'on a beaucoup de secteurs qui ont été libéralisés. Ces gens-là, en tout cas, ils ont donné des secteurs à des particuliers. Donc, ce qu'ils font là, peut-être que l'État peut contrôler. Je sais qu'au Mali, l'État donne la marge sur les prix du carburant à ne pas dépasser. C'est ce que l'État fait. Mais comment ces particuliers-là font rentrer le carburant pour satisfaire le peuple, ça n'engage que eux. Parce que c'est eux qui ont pris des licences. Mais aujourd'hui, dans ce cas précis-là, il va falloir que ces opérateurs économiques et l'État malien travaillent ensemble pour sécuriser les convois. Aucun camion ne va sortir du Mali pour aller chercher du carburant si l'État n'est pas au courant. Ils doivent, les opérateurs économiques, ils doivent s'organiser. Ils sortent tous ensemble. L'État leur donne un appui sur le plan d'escorte, les escorter, sécuriser le convoi. Aller et puis retour. Pour le moment, c'est ce qu'il faut au Mali. Les opérateurs économiques ne peuvent pas faire à leur tue-tête se lever tout le temps pour aller chercher du carburant, tout en sachant que ces terreaux-là ont lancé en tout cas un défi pour... Parce que les camions-là, eux-mêmes, ils savent que c'est pas pour l'État. Mais comme ce sont des lâches-là, ils vont s'attaquer à ces particuliers-là pour faire du blocus. Donc c'est à eux aussi de se mettre ensemble pour demander l'appui du gouvernement. Dans un premier instant, c'est ce que on doit faire. Et avec le temps, l'État prend le monopole de la distribution du carburant au Mali et on donne le transport aux particuliers. Lui qui veut là, il prend. Lui qui veut pas là, il n'a qu'à quitter. C'est tout. Parce que comme on le dit là, dans nos pays là, il y a certains secteurs là, on ne peut pas donner ça aux particuliers. On ne peut pas donner ça aux opérateurs économiques. Parce que ces gens-là, c'est quand le peuple souffre là, le peuple saigne là, et ils s'enrichissent. Tout ce qui les regarde là, c'est leur intérêt personnel et égoïste, pas la satisfaction du peuple. L'État prend le monopole du carburant et donne le transport à ces opérateurs économiques comme on le fait au Burkina Faso. Primo à motion, hein, je crois. Ok. C'est Primo qui a motion. Ok, Primo. Oui.
Bon, ok, ma motion n'était plus valable parce que tu es revenu là-dessus. C'était la partie... ok. Quand tu étais sur la partie de revoir le système d'escorte de convois de citernes, c'était la partie, mais aujourd'hui, voilà, après tu es revenu sur le sujet de faire comme la Sonabi. On te donne un bon, l'État te délivre un bon, tu vas aller charger, tu viens, tu donnes à l'État. Tu as une station où tu veux ravitailler, tu vas maintenant chez l'État malien, le dépôt, tu vas acheter pour aller mettre dans ton station. Voilà, pour aller mettre dans ta station. Mais c'est l'État qui te délivre un bon de chargement, que ce soit au Sénégal ou à Lomé ou en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est l'État qui te délivre un bon. Et l'État va organiser tout le temps le convoi. C'est tout. Ça même, ça ne va pas durer. Quand ils vont commencer ça, tu vas voir, il y aura un changement. Ça ne va pas durer. Oui, mais ce que moi je veux dire aussi, ce que vous préconisez là, est-ce que l'État a comme on dit, un centre de dépôt comme la Sonabi à Bobo pour pouvoir conserver ce carburant-là? Ce sont les mais ça se construit, ça se construit. Il y a des... Non, mais Judith, le problème actuellement là, il y a des dépôts, mais c'est pour des particuliers. Non. Il y a des dépôts. On enlève l'histoire de dépôt même. L'histoire de convoi, pour convoyer la nourriture dans les petits villages au Burkina Faso, ils ont eu à brûler les camions en cours de route et tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? S'ils ont brûlé, c'est pour l'État. Ce n'est plus encore pour un particulier. Donc, si aujourd'hui, Assimi décide de faire ça, c'est vrai que le Mali est grand, mais la grande majeure partie, les grandes villes, d'abord autour de Bamako et comme les grandes villes autour, et il y a 2-3 dépôts seulement, ben, au fur et à mesure, le reste, ça suit. Hein. Puisque après, c'est des mini-citernes ou des grandes citernes qui vont déporter maintenant dans les autres régions pour aller servir les stations. Ça se fait même dans n'importe quel pays où on a des mini-citernes qui vont aller au dépôt, aller charger. Donc, moi, j'avais une question sur ça. Est-ce que vous pensiez que le Mali a une économie de guerre comme ce que le Burkina a pu mettre en place en faisant de telle sorte que non, les gens puissent économiser, même si c'est pas beaucoup, hein, mais c'est très important. Les 300 millions de dollars que nous donnons par an, c'est très important, surtout dans l'accompagnement des convois. Il faut souvent ces genres de trucs-là parce que c'est un problème de fond aussi, parce que la stratégie adoptée au Mali, au début, n'a pas été pareille comme lorsque Ibrahim Traoré est venu. Même au niveau de la communication, qui a commencé à faire des bombardements et à diffuser sur la télévision nationale? C'est le Burkina. Après, le Mali a pris, le Niger a pris, et on voit aujourd'hui que non, en termes de communication, les gens sont en train de voir que non, dans l'espace, nous on est en train de les bombarder. Mais à l'époque, on ne voyait pas ces trucs-là. Donc, moi je pense que le problème malien, c'est quelque chose qui est à la souche. Et la question que je me pose, est-ce que le Mali est vraiment, aujourd'hui, actuellement où on se parle, est-ce qu'ils ont une économie de guerre comme ce que le Burkina a planifié? Mais comment ils arrivent à payer les armes qu'ils ont? Nous tous, nous avons vu tout ce qui est rentré sous Assimi. Le 22 septembre, à côté là, les armes qu'ils ont fait sortir, ils ont leur économie de guerre, bien sûr. Parce qu'ils ont demandé l'apport du peuple. Ils ont demandé à ce qu'ils vont couper des trucs sur des trucs de téléphonie, mais le peuple n'a pas répondu favorablement. Mais malgré tout ça, Assimi continue toujours d'armer le Mali. Donc peut-être qu'il sait sur quoi il compte. Parmi nos 3 leaders là, moi je trouve que c'est Assimi qui a plus de problèmes. Les Maliens n'ont toujours pas compris le combat là. Beaucoup quoi, je veux dire. Pas tous. Justement, surtout à Bamako, il y a plein d'hypocrites. Il faut qu'on dise il faut qu'on soit clair. C'est des gens qui sont habitués à manger dans la main des politiciens, c'est ça. C'est justement. Il y a plein d'hypocrites. Est-ce que quand Kidal, était sous le contrôle des terreaux là, on entendait tout ce bruit là?
Mais ce monsieur-là est venu libérer plusieurs régions au Mali, des villages, des quoi. Et c'est maintenant, il y a des gens qui vont se pavaner sur des panels ou bien du n'importe quoi, les petits communicants à la con des politiciens là, en train de raconter du n'importe quoi sur ce monsieur-là. Quand vos mentors là étaient aux affaires là, ils ont pu faire quoi? C'est pas sous eux que ce pays-là est tombé comme ça. La corruption, ils étaient où? Ils étaient où? Aujourd'hui là, au lieu de soutenir ce monsieur-là, maintenant vous êtes dans le culte de la personnalité. Parce qu'un tel n'est pas dedans, moi je suis pas dedans. Mais c'est le pays là. Le pays là, c'est pas pour celui que tu suis là. C'est pas pour lui. Ah, mais comment les Maliens vont comprendre le combat de Assimi au Mali? Hein? Il y a des gens qui sont capables de donner des millions, des villas, de quoi, à des particuliers. Mais aujourd'hui là, faire un apport, soutenir le gouvernement pour notre bien-être là, il n'y a pas de chiens qui sont capables de le faire. C'est des gens, c'est des enfants, des enfants qui, vos petits frères, vos grands frères, qui donnent leur vie. Mais vous êtes là, comment ba fort? Teba mika zame ba dunka kuma ba fort kalaka boke. Ahmed, comme si Comme Cissé, alors on va donner 5 minutes à Diallo et puis on laisse Cissé intervenir, comme tout le monde attend son intervention. Cissé, on va donner 5 minutes à notre frère Diallo et puis après vous prenez. Diallo, allez-y, vous avez 5 minutes. Ok, soyez salués. Franchement, je vous remercie beaucoup. Bon, en fait, moi, je voulais tout simplement dire, c'est pas tous les Maliens, quoi, en fait. Nous, on soutient Assimi à 100%, en fait. C'est quelques égarés qui sont en Côte d'Ivoire, soit ils sont en France, c'est eux qui disent des bêtises sur le Mali, soit sur Assimi. Sinon, non, on sait ce que Assimi fait pour notre pays et tout le monde sait ça. Donc, c'est pas tous les Maliens, en fait. Si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens, même si ils font semblant de faire la lutte avec nous, c'est grâce, voilà, aux gens aux patriotes même qui soutiennent Assimi, que ça soit au Mali ou au diaspora. Nous sommes mobilisés, nous avons démontré plusieurs fois à travers le monde, à travers nos manifestations. Donc, le problème des carburants, moi je pense que ça va passer parce que tout ça, comme le président Ibe a dit, l'ennemi change toujours de stratégie, mais nous on va s'adapter parce que c'est une manière d'asphyxier la population civile pour qu'il se lève contre son dirigeant. C'est ça l'objectif. Sinon, pourquoi aller s'en prendre aux citernes, au carburant du peuple en fait? Si vous cherchez l'armée vraiment, et ils savent où se trouve l'armée, mais aujourd'hui ils sont incapables de s'attaquer à l'armée, ils font leurs bêtises sur le bien des personnes. Donc du coup, moi je pense qu'on va passer ça parce qu'ils ont fait beaucoup de choses à nos 3 pays. Il n'y a pas que le Mali. À un moment donné, c'était Burkina, soit c'était Niger. Donc à chaque fois, ils vont essayer de trouver quelque chose pour déstabiliser nos États. Mais on va rester mobilisés derrière nos autorités. Le plus important, il faut qu'on communique et sensibiliser nos frères. Essayer de les faire comprendre l'enjeu de cette guerre en fait. Parce que c'est quelque chose qui nous a été imposé en fait depuis l'extérieur. Toujours Ibe dit et puis il répète ça. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Donc on va faire face aussi. En ce qui concerne le carburant, et à un moment le Mali a commencé à acheter des carburants au niveau du Niger. Moi-même j'avais encouragé ça parce que c'était une très très bonne idée parce que vu que nous sommes 3 dans l'AES,
si on a essayé de faire les échanges commerciaux entre nos trois États, c'est bénéfique en fait pour nos populations, et puis ça va augmenter nos économies aussi. Mais il faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup des entrepreneurs, moi je dirais même les gens qui vont aller prendre des carburants en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, pour venir au Mali pour le revendre. Ce sont des particuliers en fait, la majorité. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui étaient dans les conforts avec les anciens politiciens là, en fait. Ils étaient dans le confort, ils donnent des milliards aux politiciens. Peut-être qu'ils vont passer dans les frontières, ils vont pas payer trop des frais de douane et tout. Donc, avec l'arrivée de Assimi, il a mis fin à tous ces trucs-là. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a d'autres, même s'ils vont pas dire ouvertement, mais ils sont pas du tout contents de cette situation-là. Parce que vu qu'ils sont opérateurs économiques, leur souhait, c'est d'aller chercher des marchandises dans les pays côtiers et puis venir acheter, à vendre ça au Mali de manière frauduleuse, parce que la majorité n'était pas en règle, soit ils payent pas les frais de douane régulièrement. Donc Assimi a essayé de mettre fin à tout ça. Aujourd'hui, même si d'autres font de l'effort pour que la situation s'améliore, mais on sait qu'ils étaient avec les politiciens aussi avant. Donc on va s'en sortir, ne vous inquiétez même pas, parce que on a Assimi aussi en train de mettre la main aussi sur là où les carburants vont. Parce qu'avant, les carburants allaient dans tous les sens jusqu'à ce qu'à un moment donné, nos carburants allaient se retrouver dans la main des terreaux et eux aussi ils vont prendre ça pour faire des bêtises. Donc, on est en train de mettre tous les trucs en place pour que vraiment l'État puisse contrôler tous les rentrées de carburant dans notre pays et savoir aussi d'où ces carburants vont. Donc, on va essayer de faire ça. C'est pour cela d'ailleurs que ce terreau, ils ont commencé à brûler les citernes, parce que l'État a essayé a mis fin au détournement des carburants qui vont dans les différentes villes, les différents villages. Les terreaux détournaient ça pour s'approvisionner. Donc, l'État a mis fin à ça. Donc, eux-mêmes, ils se sont fâchés. Ils ont commencé à brûler le citerne et tout. Mais ça va passer. Parce que, même comme le général Abdoulaye Maga a dit, même si on va aller chercher nos carburants avec le cuillère, on va le faire. C'est pas ces gens-là qui vont nous empêcher de bien fonctionner nos pays. C'est pas ceux-là qui vont nous empêcher de faire comme on veut dans notre pays. En ce qui concerne la population, nous, on est mobilisés. On va continuer de mobiliser nos frères. Ceux qui sont égarés là, on n'a pas d'autre solution que de les combattre, en fait, que ça soit du côté du Mali, du Burkina et du Niger. Et on sait que la majorité d'entre eux, ils sont pas chez nous. Ils sont cachés chez nos ennemis. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, on va les combattre sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils sont sur les réseaux, nous sommes sur les réseaux aussi. Donc, on va se combattre tout simplement. Mais l'État restera fort et puis on va continuer mettre dans la main dans l'AES pour que nos pays prospèrent. Donc, je laisse la parole à tonton Issa. Merci à tous. Merci Diallo. Et vous voyez la voix du Sahel qui est tout en haut là, il y a 25 pièces de marquer dessus. Merci de vous abonner à ce compte-là parce qu'on va commencer à faire les panels. L'autre là est trop restreint. Donc merci. Vous voyez, on était jusqu'à 200, on est à 127. Si vous ne tapotez pas là, les gens vont pas nous laisser parler des. Ok, Grando, allez-y, si c'est. Oui, bonsoir. Merci Prince pour votre retour. Merci beaucoup. Je savais que tu étais occupé. Et merci mon frère Diallo, merci le peuple de l'AS. Madame Diawara, je te salue. Je salue tout le monde. Il faut comprendre, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit bravo au peuple du Burkina et du Niger. Parce que le problème est venu au Burkina et au Niger. C'était des peuples déjà stables, bien unis. C'est ce qui a favorisé le Burkina et le Niger. Le problème du Mali est venu lorsque le Mali est déstabilisé derrière et encore à l'intérieur. Chaque régime, chaque pouvoir politique avait déjà
cerner ses partisans contre ce pouvoir. Parce que c'était non seulement, tout le monde sait, ces militaires, ce qu'ils ont vu sur le terrain, ils ne pouvaient plus gober la situation des hommes politiques au Mali parce qu'ils étaient tous imbibés. Donc le problème du Mali, depuis le départ de Moussa Traoré, tout ça était prévu. Hein? Parce que depuis le départ de Moussa Traoré, à l'avènement de la démocratie, on a tout fait pour enclaver le Mali, essayer de la détruire. En quoi faisant? Depuis qu'on a déterminé les bassins pétroliers au Mali et qu'on savait que le Mali pouvait être vraiment un État indépendant en matière d'hydrocarbures, donc chaque homme politique, chaque régime ont tout fait vraiment pour dispatcher les licences pétrolières au Mali. Il y avait 89 pays qui intervenaient au Mali. Je connais 50 pays qui avaient des licences pétrolières qui intervenaient au Mali. Pas pour le Mali, mais pour sauver leur part. Parce que si le Mali chute, chacun allait prendre ses parts. Je vais vous détailler quelques cartes pour vous déterminer comment le Mali se trouve et que le Mali est prêt pour accompagner l'AIS. On n'est pas militaire pour rien. On est militaire pour s'adapter à toutes les problématiques qui tombent. Même dans le champ de bataille, c'est le militaire seul qui peut retourner la situation à sa faveur. Mais il a besoin du temps, de réflexion, de points d'orientation seulement. Mais je pense que cette fois-ci, le Mali a besoin aujourd'hui de passer à la nationalisation pure et simple de toutes les licences pétrolières des matières premières du Mali et l'annulation pure et simple de tous les contrats distribués de 2004 à nos jours. Ça va déjà atténuer cette situation de calamité-là. Parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, que le Mali ne va pas aller loin avec l'AIS et qu'il est temps vraiment qu'on met des trucs là. Il y a des hommes politiques qui financent la déstabilisation du Mali à l'intérieur. Il y a toutes sortes de personnes qui sont sur le qui-vive. Vu que l'armée est aujourd'hui au Mali pour bannir la corruption sur le Mali. Donc ça a créé beaucoup de frustration d'hommes d'affaires, opérateurs économiques. Chacun d'eux cherche sa petite place uniquement pour favoriser cette situation que le Mali vit aujourd'hui. Ça ne plaît pas à tout le monde à l'intérieur du Mali. Tel n'a pas été le cas du Burkina, tel n'a pas été le cas du Niger. Donc, et en deux, quand tu prends aussi, madame, si je peux être à... Attends, je vais essayer de me mettre ici, là. Quand vous voyez cette carte, c'est le plus grand bassin sédimentaire d'Afrique de l'Ouest. Ça fait 1 800 000 km². Ça touche partout. L'Algérie, la Mauritanie, ça descend, le Burkina, le Niger, la Guinée. Ce bassin sédimentaire est la plus grande en Afrique de l'Ouest. Et à l'intérieur, tout ce qui est à l'intérieur, ça c'est la partie mauritanienne. Oh là là. Ça c'est la partie mauritanienne. C'est la partie mauritanienne, tu vois. Les carburants, les gaz, c'est sur le bassin de Taoudeni. C'est ce bassin qui rallonge partout. Il fait tout le pourtour pour couvrir tout ça. Même en Algérie, c'est ce bassin qui est en Algérie. D'où on parle que l'Algérie, il y a le problème de pétrole. Non, non, non. Il est sur le bassin de Taoudeni. Donc, quand tu prends ça, et que les bassins pétroliers ont été identifiés au Mali, qui en font, qui couvrent une large partie de tous ces bassins-là, la partie que je vous ai montrée, tout ça, c'est sur le bassin de Taoudeni. Tout ça, la partie mauritanienne, elle est là. Donc, quand tu prends ces bassins-là, leur dénomination, 1, 54 700 km². Bloc 2, 23 600 km². Bloc 3, 22 500 km². Bloc 4, 22 500 km². Bloc 5, 59 909 km². Bloc 6, 23 800
20 km². Bloc 7, 72 040 km². Bloc 8, 35 112 km². Bloc 9, 35 500 km². Bloc 10, 32 995 km². Bloc 11, 32 810 km². Bloc 12, 49 457 km². Bloc 13, 63 977 km². Ainsi de suite. Donc quand tu vois tout ça, et tout ça était réservé à une autre exploitation de l'Europe. Et des hommes politiques maliens, des hommes d'affaires maliens, qui ont tout fait aujourd'hui pour que ce régime-là n'aidera pas au Mali et qu'eux, ils pensent aujourd'hui à tout leur avoir. C'est ça la déstabilisation qui est à l'intérieur du Mali aujourd'hui, qui font que les choses sont aussi compliquées telles qu'elles soient. Parce que tu trouveras des jeunes qui sont payés à des millions aujourd'hui pour des fausses infos, des fake news, de dire des choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre pays. Raison pour laquelle j'ai dit, moi je salue humblement nos pays frères qui sont là, qui nous soutiennent. Le Burkina soutient le Mali aujourd'hui plus que les Maliens. Le Niger soutient le Mali aujourd'hui plus que les Maliens. Pourquoi? Parce que la majeure partie, il faut dire, moi je dis un grand bravo à la jeunesse malienne qui soutiennent Assimi. D'où la volonté de ceux qui veulent déstabiliser n'a pas pu marcher. Sinon ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Je dis bravo à la jeunesse malienne qui sont convaincus aujourd'hui, qui sont sur le qui-vive. Vraiment pour ça. C'est une poignée d'hommes qui sont derrière, mais renforcés par la déstabilisation de l'extérieur et ceux qui payent à l'intérieur. Donc c'est pour dire qu'ils savent bien qu'est-ce que le Mali représente. Sur d'autres cartes, vous voyez, après les 4 milliards d'années de création de la Terre par le bon Dieu, tous les grands éminents géologues, les scientifiques se sont réunis pour faire ces études de 4 milliards d'années. Jusqu'à nos jours, tous les points de la géologie ont été testés sur le sol malien, voir l'importance, la capacité et la richesse vraiment du sous-sol. Tu as vu, quand tu vois le K, c'est le quaternaire. Le R, c'est le paléogène. Le Q et le K ici, c'est le Kratos. Le M, c'est le Mésozoïque. Le C, le Carbonifère. Le 2, le Dévolien. Le O, le Ordovien. Le C, le Cambrien. Le Z, le Néoprotolésien. Le X, le Mésoprotolésien. Le X, le Paléologique. Et le A, le Archéen. Le Archéen est la dernière année, après les 4 milliards d'années de l'évolution de la Terre. Toutes ces études sont passées sur le sol malien. Tu vois, ils sont numérés. K, Q, K, R, Q encore, Z. Tout s'est passé en peigne fin pour voir qu'est-ce que ce pays-là représente. Le A, le X, tu as vu? Partout, 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 partout. Donc maintenant, en voyant la déstabilisation que l'Europe avait fait aujourd'hui pour récupérer cette nation par la création du MNLA qui est un faux plan de l'Occident. Le MNLA n'est qu'une poignée d'hommes issus de la colonisation, qu'on les appelle les francites. Les militaires français ont eu des enfants avec des femmes tamashek. Ils ont fait leurs études en France. Ils ont les passeports français. Ce sont eux qui défendent l'avenir de la France sur le sol malien. Et c'est la France qui les appuie. Pourquoi? Parce que la France voulait avoir cette portion, les limites de l'Azawad là, qu'ils réclament en partant jusqu'ici. Donc toute cette zone, toute cette richesse, c'est ce qu'ils voulaient. Je reviens à la première carte. La France n'a pas pu. Il a découpé le bassin sédimentaire de Taoudéni vers la ligne du Mali, là, la partie mauritanienne. Il a donné 1 million de kilomètres carrés du bassin sédimentaire de Taoudéni à la Mauritanie. Aujourd'hui, le Mali se retrouve aujourd'hui qu'avec 800 000 kilomètres carrés du reste du bassin.
Donc ce problème, elle était prévisible. Mais comme on n'était pas préparé, les militaires sont venus à la va-vite. Ils n'attendaient pas avec tous ces débrayages, d'où ils disent aujourd'hui que le conflit a pris d'autres portions. D'autres portions, ça veut dire quoi? Tout ce qu'on voulait pour ravitailler cette population, ils ont tenté tout, ça n'a pas marché. Donc maintenant, si la population va souffrir avec la complicité des opérateurs économiques, avec la complicité vraiment du monde extérieur, à la présence vraiment des bandits armés, des drogués, des vendeurs de drogue, que les indignes ont plus de considération à des bandits qui luttent contre tout notre avoir commun en nous, qui le défendent sans le savoir. Donc c'est pour vous dire tout simplement que l'armée aujourd'hui est sur le qui-vive. Mieux comprendre et bien projeter. Le Mali sait très bien, il compte sur le concours vraiment du capitaine Ibrahima Traoré, sur le concours d'Aboubacar Tchani, qu'on le félicite, qui est là aujourd'hui à rassurer et à ravitailler le nord du Mali. Vraiment, pour ça. Donc, les points de chute qu'on comptait aujourd'hui les exploiter via la Côte d'Ivoire, via le Sénégal, et le projet antérieur qui était dessiné depuis 2000, donné à la Banque mondiale, sur la création d'un port sec sur le sol sénégalais. Et ce marché a été attribué à des opérateurs économiques françaises, à la Banque mondiale, à l'FMI et aux multinationales. Donc, vu que l'armée n'est pas sur leur voie et que l'armée travaille sur ces portions-là, mais aujourd'hui, ils sont en train de barrer le projet, soi-disant que les terroristes vont empêcher les camions de rentrer. Non, c'est pas ça. C'est pour empêcher les militaires de ne pas avoir d'autres visions pour le prochain et le corridor que l'État malien veut aujourd'hui. Depuis qu'Ablaye Maïgal, le Premier ministre, est allé aux Nations Unies pour en parler fort, l'Europe a pris peur. Donc ils ont pris le devant pour saboter ce tronçon via le Sénégal, empêcher pour dire non, 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 le carburant n'est rien. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent empêcher nos autorités, vraiment via la confédération de l'AIS aujourd'hui, avoir un débouché vers la mer. Donc du côté de la Côte d'Ivoire, le carburant qui quitte là, ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ce qui vient du Sénégal, ça n'appartient pas au Sénégal. Non, ça appartient aux multinationales internationales. Il n'y a pas, à part le Niger aujourd'hui, en Afrique, d'où ces multinationales ne sont pas propriétaires et engagées à 100%. Avec la force des militaires au Niger, ils ont montré leur camp. Donc maintenant, ils n'ont pas tellement d'accès vraiment pour s'imposer. Donc ce sont eux qui sont là aujourd'hui, empêcher cette livraison. Du point de vue via ces pays-là, et mieux que ça, en appuyant les bandits, en regardant les bandits, à s'aimer les désordres. Je me demande où il y a la Ligue des droits de l'homme, je me demande où il y a le droit vraiment international. Nos pays ont bien fait de quitter vraiment le tribunal international. Parce que notre souffrance n'est pas la souffrance du monde entier. Tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, nous maintenir dans cette pression, nous mettre vraiment cette pression, nous mettre dos à dos, pour qu'enfin leur objectif puisse vraiment venir. C'est déstabiliser le Mali, faire chuter le régime. Ils ne pourront jamais. L'AS va continuer, l'AS demeurera, parce que nos responsables sont en train de réfléchir, d'où ils ont demandé à la Russie sa présence, pour avoir le ravitaillement, laisser le Sénégal, laisser la Côte d'Ivoire, pour qu'avec les Antonov russes aujourd'hui, ils peuvent prendre toutes les cargaisons des trains, des conteneurs, des cuves chargées de carburant pour acheminer jusqu'à Bamako, à Sénou, qui ne va pas vraiment être attaqué. Et c'est de là que vous comprenez que le Mali a bien compris, ce n'est pas les bandits, ce n'est ni autre, mais ce sont eux qui sont là aujourd'hui, qui veulent vraiment, qui ne veulent pas la réussite de l'AIS. Parce que quand on parvient à déstabiliser, à faire perdre le Mali, donc ça veut dire que c'est la confédération qui va chuter. Que Dieu nous préserve, ils ne pourront jamais. Assimi a donné sa voix, les militaires sont convaincus, l'AIS à jamais. L'AIS ou pas de vie. Donc on est là pour tout le monde, on est là pour ça. Nous demandons votre assistance, nous demandons vraiment votre soutien, plus que le soutien des Maliens qui vivent, qui ont leurs bénéfices à l'intérieur du Mali. Nous aimerons le soutien des Burkinabés, des Nigériens, pour encourager encore, donner plus de voix et démentir les médias mensongers, tout ça,
pour la réussite vraiment de notre confédération. Donc c'est pour tout simplement dire que nos pays sont là, on ne va jamais flancher, nous resterons debout et on restera ensemble. Donc l'AES ne flippera jamais, on est ensemble. Donc c'est une partie que je voudrais ajouter et avec votre permission, je vous remercie infiniment.